Bonsoir, Son Excellence, Safwat Ibrahimit. Vous êtes l'ambassadeur de l'État de Palestine au Sénégal, mais vous couvrez également le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau. CNews vous remercie de lui avoir accordé cet entretien. Alors, le 6 décembre dernier, le président Trump a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et ça a suscité un certain nombre de réactions dans le monde entier. Et au sein même des Nations Unies, on a proposé une résolution pour pas reconnaître cette décision de Trump. Et qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? D'abord, merci d'être venu et d'avoir porté tout cet intérêt à la question palestinienne. Donc, par rapport à la question et les réactions que suscitait la déclaration Trump, elles sont, comme vous l'avez très bien suivi, pour la grande majorité, une sorte de protestation contre cet acte unilatéral et ces propos irresponsables, et en tout cas qui sape le droit international et qui contre toutes les résolutions unisiennes en la matière et toutes les positions des grandes puissances, dont les États-Unis d'Amérique, depuis la grande résolution, la résolution la plus célèbre de ce conflit adopté par le Conseil de sécurité en 1967 à l'issue de l'offensive israélienne et l'occupation des territoires palestiniens et arabes lors de cette deuxième guerre israélo-arabe. Maintenant, la résolution qui portait le numéro 242 était succédée par une vingtaine d'autres résolutions. Souvent, les Américains de toute ère précédente de M. Trump étaient, si c'est pas favorable, votant favorablement, ils étaient quand même dans une position d'abstention. Cette fois-ci, M. Trump non seulement est parti contre le courant international, il a mis son pays au dos de l'humanité entière, mais il est en train de dévoiler une politique de piratage tout à fait flagrant, en menaçant ceux qui votent pour la Palestine de sanctions. De leur couper des financements. Voilà. Une sorte de chantage. On sait très bien que son pays est en dette aussi et que son économie n'est pas forcément gérée indépendamment des aides extérieures et surtout des contrats gigantesques qu'il a réussi à signer avec aussi un certain nombre de pays arabes, pays soutiens de la Palestine, beaucoup de pays de l'OCI. Justement, Excellence, est-ce que vous comprenez cette position-là, qu'un certain nombre de pays membres de l'organisation de la conférence islamique OCI se rendent complices de cette position de Trump? On peut vous citer, n'est-ce pas, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, entre autres. Je peux pas oser de parler d'une complicité. On peut pas prononcer sur le géopolitique des pays. Chaque pays, ça relève de sa souveraineté de déterminer ses relations sur le plan international. Ce sont des pays qui ont décidé de s'allier aux Américains par rapport à les défis qui relèvent dans cette région. On a vu l'implication des Américains en quelque sorte dans la guerre du Yémen. C'est peut-être pour sauver des intérêts économiques et stratégiques. Chaque pays déterminera librement ses intérêts et ses jeux. Mais ce qui nous intéresse, nous, les Palestiniens, c'est que ces intérêts
ne s'oppose pas à l'intérêt principal que constitue la question palestinienne. Car avant tout, il faut que tous ces pays, il faut que tous les pays de la planète sachent que le règlement juste de la question palestinienne est la seule voie pour constituer le rétablissement de l'ordre et de la sécurité internationale, et surtout dans cette région, qui est déjà déchirée et meurtrie à cause des querelles fratricides. Alors, on a appris hier qu'un pays latino-américain, en l'occurrence le Guatemala, a décidé lui aussi de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et de transférer son ambassade à la suite des États-Unis. Comment réagissez-vous à cette position? Ben, ce sont des pays malheureusement qui n'ont aucune indépendance politique. Ils tournent dans les horizons américains. Ils dépendent entièrement de la politique américaine et de ces aides, effectivement, qui dictent, en fin du compte, les conditions du jeu. Donc, Guatemala, c'est un de ces pays connus de leur dépendance, et nous attendons encore d'autres petits pays, mais vraiment des petits pays, qui ne pèsent pas ni sur le plan politique, diplomatique, ni géostratégique. Quand on énumère 3-4 pays parmi les 9, sans compter bien sûr les Américains, les Israéliens, ça va de soi. Mais quand on déduit, il nous reste combien? 7 pays. Si on prend par exemple 4 pays, des petites îles habitées par en gros 20 000 ou 150 000 en tout, vraiment ce sont des petits pays créés pour rester dans le flacon américain et qui ne font que obéir les ordres quand le moment vient. Donc ne pèse aucun poids politique ou stratégique sur la planète, ça c'est sûr. Excellence Safwati Ibrahim, et pensez-vous qu'on est en train d'assister à une recomposition des alliances au Moyen-Orient sur cette question palestinienne, avec d'un côté la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Hezbollah, et de l'autre l'Arabie Saoudite qui s'est dévoilée récemment, et Israël, Égypte, États-Unis et Bahreïn? Si tu veux, c'est peut-être aussi la réalité de cette déchirure que vit le monde arabe et que subit cette région depuis la chute de Bagdad. La chute de Bagdad en avril 2003 a été succédée de multiples modifications presque génétiques de la carte géopolitique de la région. Ce que nous avons assisté en Irak a été vite exporté vers en parallèle au Soudan, le départage de Soudan au nord et au sud. Les malheureuses crises à partir de Tunisie, mais bon, encore plus dramatiques en Libye jusqu'à maintenant, après l'assassinat de Kadhafi, et en Égypte où la crise politique s'est transformée en guerre contre des groupuscules fanatiques et terroristes sans doute, qui squattent dans une partie de Sinaï et qui sont alimentés et nourris par des forces extérieures et qui ne veulent que du mal à notre peuple frère d'Égypte, et surtout empêcher l'Égypte de jouer le rôle déterminant, le rôle à la taille de l'Égypte en tant qu'un grand pays de la région. Et le problème au Yémen, qui a opposé les frères yéménites et qui a pris une dimension régionale avec l'implication de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis et d'autres. La guerre contre le peuple syrien, la guerre, il y a des gens qui le qualifient guerre civile. Moi, je
préfère dire guerre internationale, qui a vraiment tranché entre deux axes, prônés par l'Union soviétique, la Russie plutôt, bon, et d'autres sous l'égide américaine. Bien sûr, Hezbollah, l'Iran, ces entités se dirigent en fonction et en conformité avec cette rivalité russo-américaine. Et c'est exactement ce qui peut se passer ailleurs. Tout ce qui est dans cette région, y compris le changement de la position turque, d'un allié préféré aux Américains, aujourd'hui un rôle plus ou moins éloigné des Américains. Justement, le ministre turc des Affaires étrangères a dit récemment que la posture de « je suis plus fort, je décide » est passée. Il dit que ça a changé. Il a dit aux Américains. Nous avons ressenti, en tout cas, le changement. Nous pouvons pas donc utiliser les termes que souhaitait utiliser Bush fils quand il a dit axe du bien contre axe du mal. Je crois que tout axe dans une guerre est un axe il est contextuel. Voilà, qui malheureusement qui ajoutera un malheur sur le malheur existentiel. Est-ce que l'ensemble du continent africain est en phase avec la communauté internationale sur la crise israélo-palestinienne? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont une position différente de celle de la communauté internationale en Afrique? Vu de la position historique de ce continent, au lendemain de la décolonisation et de la liberté de ces peuples, liberté et libération méritée, tout au long de l'histoire, en tout cas, les Africains en général ont constitué une organisation qui porte parole à leur nom. Cette organisation soutient dans ses fondements, l'Union africaine soutient inconditionnellement tout mouvement de libération et prennent position éthiquement et juridiquement contre toute force d'occupation. C'est pour ça nous sommes confiants que dans l'ensemble des pays africains, la Palestine restera aussi une cause africaine, vue de cette histoire commune, de la lutte, des valeurs que les Africains ont portées dans leur évolution et dans leur ambition d'émancipation et de construction nationale. La Palestine était toujours au cœur de cette Afrique, et c'est pour ça on voit la Palestine membre observateur au sein de la communauté africaine, et ce n'est pas le cas pour Israël, qui quand même était parmi les rares pays à soutenir l'Afrique du Sud, le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud, et qui était quand même impliqué dans des guerres de salissure, des guerres des guerres du bain du sang, comme la vente des armes constatée par la Cour israélienne, la Cour suprême israélienne, au Rwanda, au régime de Rwanda, de 90 au 94. Le soutien des mouvements indépendantistes et s'aimer les querelles entre les pays voisins, ça c'était malheureusement la politique israélienne. Je crois que l'Afrique en tirera de leçons et restera vigilant. Ce n'est pas la même chose. Donc la position des Africains, c'est vrai, tous les pays n'ont pas adopté la même position sur le plan international. D'ailleurs, dans les derniers votes de l'Assemblée générale, on a vu malheureusement certains absents, certains qui se sont abstenus, comme Rwanda, comme le Cameroun.
comment ça s'appelle? Il y a un pays, Togo, par exemple, qui était parmi les pays opposants à ce vote. On sait que le peuple de ces pays, comme les peuples sénégalais ou les peuples de l'Afrique du Sud ou tous les peuples africains, n'acceptent pas l'injustice. Mais il y a donc c'est en fait certains les dirigeants, liens. c'est la position des dirigeants parfois qui diffère. On peut pas cacher le soleil. Ils ont des liens basés sur des intérêts et sur une politique de marchandage assez bénéfique pour certains dirigeants, et ils sont en train de défendre leurs acquis. Donc voilà, dans l'ensemble, la position des Africains, c'est celle de l'Union africaine, qui est l'organisation continentale supranationale. Alors, est-ce que le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit religieux, Excellence? À la base, nous, en tout cas, le mouvement de l'OLP qui représente le peuple palestinien, le représentant unique et légitime du peuple palestinien, a traité cette question comme une question territoriale et comme un aspect juridique et comme une aspiration à la liberté et à la stabilité, à l'indépendance. Donc c'est un mouvement de libération. Nous n'avons pas impliqué les religions dans cette lutte. Mais est-ce que du côté des Américains, est-ce que c'est perçu comme ça? Ils ne voient pas ça comme une guerre de religion? Malheureusement, il y a des dimensions autres que les dimensions de libération nationale. Il y a malheureusement chez les autres déjà des mythes fondateurs et des arguments religieux fanatiques. On le voit depuis la création d'Israël, que le mouvement sioniste qui a prôné l'objectif à réaliser, l'objectif d'établir un État juif. Déjà, le mot État juif, c'est un mot provocateur. Un État juif, ça veut dire État pur des non-juifs, État où il n'y a que les juifs qui dominent. Donc déjà, ça, c'était une idée tout à fait radicale et discriminatoire. Et là-dessus, je me rappelle que le premier président américain, durant cette époque, c'était Truman, en 1948, quand il y a eu la proclamation de l'État d'Israël par Ben Gurion, le 15 mai 1948, il discutait le projet de cette reconnaissance, et avec sa main, il a barré le mot juif. Et ça, on peut le trouver, je peux même vous le donner tout de suite. C'est une lettre de sa manuscrit où il a demandé à Ben Gurion de ne plus parler d'État juif, parce que c'est contre les valeurs fondamentales de ces pays prétendus modernes, prétendus laïques, prétendus États civils, et pas des pays et des États doctrinaux. Donc, il a barré carrément le mot juif, il a mis État d'Israël. Mais on sait que l'idéologie fondatrice de cet État a vu toujours l'apparition des éléments radicaux. Nous avons dans l'histoire d'Israël au moins deux premiers ministres recherchés par l'Interpol pour des crimes contre l'humanité. Par l'Interpol, Yitzhak Shamir et Menachem Begin, deux listés sur la liste de la police internationale pour des crimes. Et ils sont des crimes commis où? En Palestine? Des crimes commis en Palestine, des crimes recherchés par l'Interpol, parce que même la Grande-Bretagne, qui était en quelque sorte le parrain de cet État, et c'est grâce à sa politique et à sa déclaration Balfour qu'elle a favorisé le passation des pouvoirs, des terrains, des armes pour cette petite communauté qui vient d'installer en Palestine d'une manière injuste, en tout cas
en termes de colonisation, c'est les Britanniques qui ont souffert de ces mêmes criminels, parce qu'il y avait des petits milices paramilitaires comme Stern et Argonne, présidés par Menachem Begin et Ishaq Shamir. Ils ont commis des attentats contre les Anglais et des attentats contre les émissaires onusiens. Et on a vu l'assassinat de Folke Comte Bernadotte, le Suédois, qui était envoyé par l'ONU pour régler le problème. C'est un pacifiste, c'est un émissaire. Et pour ne pas donner suite à sa mission, on l'a assassiné. C'est Ishaq Rabin qui était impliqué dans l'exécution de cet ordre, et Menachem Begin, devenu plus tard des premiers ministres. Donc c'est un pays où il y a malheureusement l'institution de l'acte terroriste dans leur pratique et dans leur même agissement au niveau international. Combien de fois Israël s'est attaqué à des pays, s'est attaqué au Liban, s'est attaqué en Tunisie en 1985 en bombardant le quartier général de Yasser Arafat, Hammam al-Shat. Combien de fois ils ont procédé à des assassinats dans les pays alliés et amis à eux, sans donner aucune attention au protocole signé entre services de sécurité en France ou en Allemagne ou en Norvège. Combien des assassinats a été commis sans aucune importance au droit international et même aux relations bilatérales. Donc, pour dire à la fin, pour répondre à ta question, Israël était basé sur des arguments négationnistes et qui nient l'autre. Quoi qu'on dise, on veut provoquer chez l'autre ou chez certains de l'autre. Nous, en Palestine, on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas regarder les meurtres et les assassinats, l'harcèlement quotidien sans réaction. Comme tout autre peuple, comme n'importe quelle nation libre, on doit se battre par tous les moyens. Et on doit résister par tous les moyens. Et ça, c'est quelque chose qui est garanti par le pacte et le droit international, qui ne pose aucun problème ni éthique ni juridique. Alors, Excellence, récemment, le président Mahmoud Abbas a annoncé, n'est-ce pas, qu'il n'acceptera plus un plan de paix proposé par les États-Unis. Pensez-vous que c'est envisageable un processus de paix israélo-palestinien sans les États-Unis comme médiateurs? Bon, sont-ils les messagers de Dieu, les Américains? Ont-ils une mission de Allah, le Tout-Puissant, qu'il n'y a que eux qui peuvent le faire sur la planète? Je crois que c'est un peu exagéré. Les Américains étaient toujours alignés à Israël, à tort ou à raison. Ils étaient toujours de droite comme de gauche, républicains, démocrates, en quelque sorte. Et l'usage de veto américain démontre, et la preuve flagrante, combien de fois les Américains ont utilisé les veto. Et combien de fois utilisé que pour la question palestinienne. Peut-être les 2/3 des votes de veto étaient destinés pour empêcher le succès d'un projet faisant triompher le droit palestinien ou afin de protéger les criminels israéliens ou surprotéger les colonisateurs en terre palestinienne. Donc, dans l'objectif de renforcer ce régime d'apartheid et de donner toujours le feu vert à la poursuite des crimes et l'épuration ethnique, à donner un bras fort, un bras long pour que Israël judaïse les lieux saints palestiniens. À chaque fois, on voit les Américains se mettre en colère contre l'UNESCO, contre le vote international, parce que on dit la vérité, parce qu'on dit que Jérusalem, par exemple, faisant partie, c'est un territoire qui fait partie des territoires occupés de 1967. Ce sont les Américains qui l'ont accepté cette résolution. Ce sont eux-mêmes qui ont signé ces engagements en 1994.
quand ils ont fait une lettre d'assurance destinée aux dirigeants de l'OLP, dans lequel cette lettre se sont engagés de ne plus reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, parce que c'était au moment où les parlements, le Congrès américain s'est changé pour un acte parlementaire afin d'imposer sur les présidents cette volonté de transférer l'ambassade américaine vers Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem. Quelque chose qui s'est passé maintenant, mais à l'époque, les Américains, pour apaiser les esprits, ils ont engagé par un acte écrit que, vous inquiétez pas, nous sommes des parrains fiables, vous pouvez nous faire confiance, et voilà, l'épreuve, c'est que nous allons empêcher les Israéliens de changer le statut juridique, démographique ou géographique de la ville sainte de Jérusalem. Mais ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté. Ils savent très bien que tous leurs sommets qui étaient appelés et dans lesquels ils ont appelé les deux parties, palestiniens et israéliens, parfois palestiniens, israéliens et arabes. Les Palestiniens étaient toujours engagés pleinement à remplir les conditions et à respecter les engagements. Tout, entièrement. Mais ils savent très bien, en parallèle, que les Israéliens n'ont jamais respecté leur engagement. Même les accords signés sous le parrainage américain, comme l'accord d'Oslo, par exemple, la question des prisonniers palestiniens, il y avait un 4e vague des prisonniers palestiniens qui devaient être libérés en 1994, mais qui n'est toujours pas été respecté par les Israéliens. Pourtant, Israël a signé cet accord. Donc Israël ne respecte pas, les Américains ne font rien, donc ils n'étaient pas fiables, et ça on le sait, mais on a voulu donner chance, parce que bon, la communauté internationale a confié d'une manière ou une autre, comme ils ont confié à la Grande-Bretagne en 1920 le mandat sur la Palestine, un mandat qui n'a pas été respecté, et les Anglais qui ont trahi leurs promesses, au lieu d'accompagner les Palestiniens vers l'indépendance, ils nous ont accompagnés vers cette face-à-face et la perte de 2 tiers de la Palestine historique. C'est malheureusement, les Américains ont pris le même flambeau, ont pris le relais, dans le même sens, dans le sens de négligence vis-à-vis ces Palestiniens. Ils ne sont pas impliqués parce qu'ils aiment les Palestiniens. Ils sont impliqués parce qu'ils veulent protéger les Israéliens. Alors, Excellence, est-ce qu'une solution à un État prôné par certains est viable? Est-ce que ça peut régler le problème? Écoutez, l'État de Palestine est la seule réponse pacifique à régler le problème qui règne depuis 100 ans. Ce n'est pas une solution inventée. C'est une solution naturelle. La Palestine devait exister depuis 100 ans, et ça fait 100 ans qu'elle manque à la communauté internationale. Ce n'est pas un surplus, ce n'est pas une faveur de qui que ce soit. Et le destin de la Palestine ne peut pas être déterminé par le sort d'un État ou d'un chef d'État. Ça, on le sait. Tôt ou tard, le peuple palestinien dressera tous les obstacles sur son chemin vers l'indépendance. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres solutions à part cette coexistence que nous avons acceptée depuis 88 et que nous avons prouvé pour la faire réussir? Malheureusement, cette coexistence proposée par la communauté internationale, parrainée par les Américains et les Européens, eux-mêmes n'ont pas su gérer ces paramètres. Maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent aux Palestiniens? Ils demandent d'accepter quoi? Encore un petit État dans des frontières modifiées? Ce n'est pas possible. Nous l'avons accepté sur la base de 4 juin 67. C'est déjà une grosse concession avec Jérusalem comme capitale. Il n'y aura pas d'autres possibilités.
peut-être un autre scénario, c'est de rester dans ce statu quo et devenir un peuple autochtone dans un régime d'apartheid. Et on sait que le régime d'apartheid, comment ils termineront. Et on sait très bien que n'importe quel État d'injuste va perdurer autant où les forces qui le soutiennent perdurent. Et ça ne va pas perdurer éternellement. Et que pensez-vous de la décision de Moscou qui se dit prête à accepter Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine? En tout cas, les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Après tous ces sommets, après la déclaration de Trump et toutes les conséquences, les décisions qui étaient prises, nous demandons à tous les pays qui ont déjà reconnu la Palestine de reconnaître la Palestine expressément et par écrit et d'une manière unilatérale, sans attendre, immédiatement, reconnaître la Palestine, État souverain dans les frontières de 4 juin 67, avec Jérusalem dans sa partie est comme capitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi que les États qui n'ont pas reconnu la Palestine, ils le reconnaissent immédiatement. Et ceux qui ont reconnu Israël, qu'ils le font expressément sur les frontières de 4 juin 67. Que la France dise que nous, on n'accepte pas de transférer notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem parce que c'est une ville occupée. C'est une ville palestinienne occupée. Et l'Italie, pareil, tous les pays qui n'ont pas encore reconnu la Palestine, c'est dommage, ils doivent le faire, mais en même temps, ils doivent exprimer réellement, et ils l'ont fait d'une manière indirecte dans le vote contre la décision de Trump, mais c'est important de le faire maintenant pour marquer un signe de sauvetage pour cette solution à 2 États. Vous êtes vous-même un descendant de réfugiés palestiniens. Parlez-nous un peu de votre expérience de réfugiés, d'exilés, hors de votre terre natale. Vous savez, les Palestiniens, ils vivent sous occupation depuis 69 ans. Donc, s'ils ne sont pas sous cette occupation, c'est-à-dire dans la Palestine historique, ils sont bien des expatriés, des réfugiés, des exilés. Parce que expatrié, c'est pas le bon terme, c'est réfugiés et exilés. Nous faisons partie de deuxième exode palestinien, parce qu'il y a eu 2. Le premier, c'était durant la guerre 48-49, où Israël a commis 33 massacres qui ont coûté la vie de 14 et quelques mille Palestiniens et qui ont réussi à expulser les Palestiniens et les chasser de leurs 531 villes et villages à moitié ou entièrement détruites. Ces Palestiniens originaires de ces localités ont trouvé le refuge au Liban, en Syrie, en Jordanie et même ailleurs. Deuxième offensive israélienne de 1967, Israël a occupé le reste de la Palestine qui n'était pas encore jusqu'à là occupé. Donc, c'est-à-dire la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Ces territoires, donc, où nous vivions encore jusqu'à cette heure. Merci beaucoup, Excellence. Merci infiniment.